Je fais le point dans cette vidéo sur tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le syndrome de la queue de cheval, comment le repérer, comment le traiter, quelles chances de récupération, de séquelles ou non. Comme d'habitude, pour construire cette vidéo, je m'appuie avant tout sur mon expérience de kiné, sur un article que j'ai rédigé pour mon site internet avec les références des études scientifiques publiées dans la littérature scientifique internationale sur lesquelles je m'appuie pour aller au-delà de ma simple expérience professionnelle. Donc déjà, qu'est-ce que c'est concrètement le syndrome de la queue de cheval? Donc dans le dos, tous les êtres humains ont une moelle épinière qui part donc de la base du crâne et qui va jusqu'au coccyx, en bas des fesses. Et elle est constituée de différents tissus nerveux, les nerfs, qui vont à leur tour aller partout dans le corps, innerver les différentes parties du corps pour notamment les commander. Et une partie de la moelle épinière vers le bas s'appelle la queue de cheval, tout simplement parce qu'elle a une forme de queue de cheval, comme vous pouvez le voir sur cette représentation de donc, cette partie du corps vue avec un IRM. Et donc les nerfs qui partent de cette partie du corps-là spécifiquement, ils vont aller innerver et commander les jambes, les muscles pelviens, donc du bassin, tous les muscles notamment de la sphère sexuelle, les organes génitaux, les fesses et une partie des muscles de l'intestin et de la vessie. C'est pour ça que quand on a un problème à ce niveau-là, on peut avoir des problèmes au niveau des membres inférieurs, mais on est aussi au niveau de ces organes-là, les intestins, la vessie, l'appareil reproducteur. Donc, tout simplement, quand on parle de syndrome de la queue de cheval, c'est qu'on a un problème à ce niveau-là, au niveau anatomique, et on a les nerfs qui peuvent être comprimés ou abîmés. Et ça peut être un ou plusieurs de ces nerfs qui sont touchés. C'est pour ça que parfois, vous allez avoir des lettres qui correspondent en fait au niveau où les nerfs sont atteints. Donc, L2, L3, S1, S2, S3, etc., ou nerf coccygien. Donc, c'est sur, en général, les comptes rendus d'IRM ou d'autres examens que vous avez fait d'imagerie que vous avez le détail des nerfs touchés. Et le fait de connaître exactement les nerfs touchés peut aider à avoir une idée plus précise des symptômes que vous pouvez avoir, de la gêne. Est-ce que vous allez avoir une gêne que au niveau des jambes ou aussi sur d'autres organes? Alors les symptômes, ils sont assez caractéristiques. Un professionnel de santé, même kiné ou médecin, est habitué normalement à repérer ces symptômes-là qui peuvent laisser penser à un syndrome de la queue de cheval et à vous réorienter si on estime qu'il y a besoin d'examens plus approfondis ou de voir un professionnel qui est encore plus habitué à détecter ces syndromes-là. Donc les principaux signes, c'est vraiment des dysfonctionnements brutaux du jour au lendemain de la vessie, des intestins ou de la fonction sexuelle. C'est d'ailleurs le facteur le plus important à prendre en compte pour le diagnostic avant tous les autres signes que je vais délivrer. Donc c'est par exemple, vous avez du mal subitement à vous retenir pour faire pipi, vous vous faites pipi dessus, vous avez des problèmes d'érection, ou vous pouvez avoir des difficultés au contraire à uriner et à vider complètement votre vessie. Les autres signes qui sont moins spécifiques, moins distinctifs du syndrome de la queue de cheval, c'est des douleurs aiguës, importantes ou chroniques, notamment au niveau du bas du dos, des lombaires, des engourdissements, des pertes de sensations ou des troubles de la sensibilité au niveau des jambes, une faiblesse musculaire ou des douleurs de type sciatique. Ça, c'est moins caractéristique du syndrome de la queue de cheval. Et des publications récentes, justement, remettent en cause la pertinence de ces signes parce que seulement 32% des symptômes ou des signes qui sont des véritables drapeaux rouges annonçant des dommages potentiels importants. Et donc, les signaux, ils sont assez variés. C'est pour ça que c'est assez difficile de diagnostiquer un syndrome de la queue de cheval. Et surtout, point important, c'est pas forcément parce que vous avez beaucoup de ces symptômes-là et qui sont très intenses que vous allez avoir plus de séquelles derrière, plus de difficultés à vous en remettre. On n'observe pas de lien entre ces deux éléments-là. Aussi, voilà, pour ce que je voulais vous dire au niveau des symptômes. Alors, déjà, sachez qu'il est très difficile de s'auto-diagnostiquer un syndrome de la queue de cheval. Je suis pas du genre à inciter à aller voir des professionnels de santé, mais là, face à ces signes-là, c'est vrai que se faire un autodiagnostic, c'est compliqué. Donc, vous pouvez, en cas de doute, aller voir soit votre médecin traitant pour avoir déjà un premier avis sur ces symptômes-là.
On va vous prescrire, si ces signes effectivement peuvent laisser penser à un syndrome de la queue de cheval, on va vous prescrire en général un IRM ou un scanner et on vous enverra en consultation avec un neurochirurgien ou une neurochirurgienne qui sont les professionnels de santé les plus habitués à prendre en charge cette problématique-là. Donc là, je vous ai mis la photo d'un IRM justement qui nous montre un syndrome de la queue de cheval causé par une hernie discale. Alors justement, quelles sont les causes du syndrome de la queue de cheval? Le plus souvent, c'est une hernie discale lombaire. Dans 45% des cas, quand on a un syndrome de la queue de cheval, on a une hernie discale lombaire. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Il y a énormément de gens qui ont des hernies discales et une toute petite partie de ces gens-là ont un syndrome de la queue de cheval. Plus on avance en âge, plus on a un risque d'avoir une hernie discale lombaire, mais le nombre de personnes par contre qui auront au cours de leur vie un syndrome de la queue de cheval est très faible. Donc il y a d'autres choses qu'une hernie discale qui peuvent être à l'origine d'un syndrome de la queue de cheval. Ça peut être une sténose, des kystes, des fractures, une infection, des tumeurs, etc. La liste est assez longue. Là, vous avez par exemple en photo un IRM qui relève aussi un syndrome de la queue de cheval, mais avec cette fois une masse de tissu mou qui va comprimer et entraîner ce syndrome de la queue de cheval. Alors, quels sont les traitements de la queue de cheval? Mais il y a des études sur le syndrome de la queue de cheval, mais comme c'est quelque chose qui est quand même assez rare, on a encore peu de données vraiment fiables et de très bonne qualité pour dire vraiment la meilleure prise en charge, c'est celle-là. Alors, il y a des synthèses d'études récentes qui ont constaté que le traitement d'un syndrome de la queue de cheval consiste le plus souvent en une décompression chirurgicale, bien que l'efficacité de ce traitement ait été récemment remise en question. Et justement, le caractère d'urgence de cette décompression chirurgicale à faire le plus vite possible est controversé. Il est généralement recommandé de traiter ce syndrome par une intervention chirurgicale urgente, mais certains ont fait valoir qu'il pouvait être bénéfique de retarder plutôt l'intervention. Et on a aussi très peu de données sur le suivi à long terme des patients et des patientes qui sont opérés par rapport à ceux qui ne le sont pas. Alors, en attendant des études de meilleure qualité, eh bien, le mieux, je pense, que vous ayez à faire, c'est de discuter tout simplement avec vos professionnels de santé de confiance, chirurgiens, chirurgiennes, médecins, dans votre cas, ce qu'ils pensent du recours ou non à la chirurgie, comment ils se positionnent par rapport aux bénéfices et aux risques que vous pouvez vous en attendre par rapport à votre propre situation. La kiné. Alors très souvent, on vous prescrit des séances de kiné après un syndrome de la queue de cheval, que vous ayez ou non été opéré. Le but de la kiné, c'est surtout d'arriver à identifier avec vous les problèmes principaux que vous cause ce syndrome de la queue de cheval et qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble en kiné ou chez vous par vous-même pour essayer de limiter au mieux ces problèmes-là. Pour, par exemple, retrouver ou conserver votre souplesse articulaire, pour gérer la douleur, pour compenser d'éventuels déficits ou retrouver un meilleur contrôle de vos sphincters. Il n'y a pas d'études non plus qui suivent l'évolution de personnes avec ou sans kiné. Le but de la kiné, c'est vraiment de vous accompagner, de fixer des objectifs concrets pour essayer de voir si on peut aller de l'avant par différentes méthodes de rééducation. Que penser des orthèses, des attelles, des talonnettes ou d'un chaussage plus ou moins adapté? Il y a une équipe de rééducateurs indiens qui suggère de porter des talonnettes d'1 centimètre pour améliorer la marche des personnes avec un syndrome de la queue de cheval. Ça tient la route d'un point de vue théorique, leur argumentaire. C'est pourquoi pas quelque chose que vous pouvez essayer si vous êtes gêné à la marche à cause du syndrome de la queue de cheval, tout comme le fait donc de porter des orthèses de cheville. Vous pouvez en discuter avec votre kiné ou pourquoi pas aussi avec un ergo ou une ergothérapeute si vous êtes en centre de rééducation. L'exercice physique, le fait de bouger plus ou voire même de faire du sport a un impact, on le sait, positif sur de plusieurs paramètres de la santé physique et mentale, notamment pour, dans le cas d'un syndrome de la queue de cheval, renforcer les muscles, regagner de la mobilité. Ça a un effet aussi indirect sur la douleur parce qu'en faisant de l'exercice physique, on sécrète des hormones qui sont notamment des endorphines et qui peuvent soulager un peu la douleur et le bien-être. Mais il n'y a pas non plus d'études qui permettent de dire que vraiment les gens récupèrent mieux s'ils font beaucoup d'exercice physique quand ils ont un syndrome de la queue de cheval. Et pareil, quand on essaie de voir quel type d'exercice physique marche mieux, est-ce qu'il faut mieux faire de la marche, est-ce qu'il faut mieux faire de la muscu, quel type d'exercice spécifique pour le dos, pour les jambes, on n'arrive pas à déterminer d'exercices qui sur le plus grand nombre marchent mieux que d'autres.
Donc moi, comment je compose avec cela? C'est que si les patients et les patientes ont envie de faire de l'activité physique, eh bien, je les accompagne là-dedans. On essaie d'identifier qu'est-ce qui est le plus pertinent dans leur cas, qu'est-ce qui leur procure le plus de bien-être au moins sur le moment et le moins de douleur, comment adapter aussi et quantifier un peu ce niveau, ce degré d'activité physique pour peut-être l'augmenter dans le temps si c'est un souhait des personnes. Et à l'inverse, pour les personnes qui ne sont pas du tout demandeuses d'activité physique, vu l'incertitude des faits, eh bien, je ne suis pas forcément proactive à les inciter à faire plus d'activité physique. L'ostéopathie, rien ne laisse penser qu'il y a un intérêt à se tourner vers l'ostéopathie pour soulager les symptômes ou même guérir d'un syndrome de la queue de cheval, au-delà d'un simple effet placebo contextuel lié au fait que ces professionnels passent du temps avec vous, vous rassurent et sont des personnes souvent de confiance, mais il n'y a pas d'effet propre des techniques de manipulation, notamment de l'ostéopathie. Enfin, quelle est la récupération possible après un syndrome de la queue de cheval? Alors, je comprends bien sûr que ce soit une demande importante de savoir comment vous allez récupérer et au bout de combien de temps. C'est vraiment une pathologie où on a du mal à faire des pronostics, même par rapport aux symptômes que vous avez à un instant T, sur comment et quand vous allez récupérer. Le seul facteur pronostic connu, c'est que les gens jeunes, autour de la vingtaine, ont plus de risques d'avoir des séquelles sur le plan sexuel que les gens qui ont un syndrome de la queue de cheval, les gens plus âgés. C'est pour cela que les équipes qui travaillent sur le sujet recommandent que les professionnels de santé abordent ce sujet-là, le retentissement possible sur la sphère sexuelle avec leurs patients et leurs patientes. Et aussi, si vous êtes vous-même patient ou patiente, eh bien, n'hésitez pas à aborder ce sujet-là avec vos professionnels de santé pour essayer d'identifier aussi des solutions adaptées à votre situation. Est-ce qu'on peut guérir d'un syndrome de la queue de cheval? Alors là, encore une fois, c'est difficile d'avoir du recul parce que c'est pas une pathologie si fréquente que ça. Et donc, sur les données qu'on a chez des gens qu'on a interrogés 6 à 23 ans après un syndrome de la queue de cheval, sur 46 personnes, ce qui est un petit échantillon, eh bien voilà ce qu'on constate. Une minorité avait encore des problèmes pour uriner, 38%, soit à peu près une personne sur 3, entre 6 et 23 ans après le syndrome de la queue de cheval. Donc ça veut quand même dire qu'il y en a une majorité, plus de 60%, qui n'a plus de problème pour uriner. 43% des gens avaient encore des problèmes pour la défécation, pour aller à la selle, donc un peu moins d'une personne sur deux. Et 54%, donc un tout petit peu plus d'une personne sur deux, avec des problèmes de l'ordre de la sexualité. En sachant que ces données ne sont pas comparées à la population générale. Peut-être qu'on aurait demandé à des gens du même âge comment est-ce qu'ils avaient ou non des problèmes pour uriner, déféquer ou des problèmes dans la sphère sexuelle. Eh bien, on aurait aussi trouvé des gens qui sont gênés. Donc ces chiffres sont, je pense, plutôt une surestimation de la probabilité que vous ayez encore des problèmes des années après un syndrome de la queue de cheval. Et alors, donc ces chiffres, en gros, signifient tout simplement qu'on peut continuer à récupérer de troubles urinaires même plusieurs mois ou plusieurs années après le début des symptômes de la queue de cheval et une opération. Est-ce qu'on gagne forcément des séquelles? Non, pas forcément. Dans les statistiques que je vous ai données, ça signifie à peu près qu'une personne sur deux probablement n'a pas gardé de séquelles de syndrome de la queue de cheval. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions sur le sujet auxquelles j'espère que je pourrai répondre, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.